Mesdames et messieurs, bonsoir. L'or brille-t-il pour tous les Maliens? Qu'est-ce qui peut être dit par rapport à cette question de migration qui fait couler beaucoup d'encre et de salive? Ce sont des questions auxquelles nos invités de ce soir se sont amusés à répondre au cours d'un sommet organisé à la faveur de l'édition 2017 à Bamako, donc du sommet Afrique-France. Si cette rencontre a réuni, a enregistré la participation des chefs d'État et de gouvernement du continent, d'autres acteurs de la société civile en ont profité pour poser des questions qu'ils jugent importantes pour le devenir de leur localité. Nous recevons donc pour vous ce soir Monsieur Sissoko Anzoumana. Il est du collectif international des sans-papiers, c'est bien ça, CISPM France. Également M. Soumaoro Aboubakar de CISPM Italie. Sur le plateau également M. Vafi Bamba de CSP 75, la coalition des sans-papiers. Et enfin M. Madi Sissoko, il est le porte-parole du collectif des trois communes, les communes de Sadiola, de Djalafara et puis de Sitakili, des communes en plein cœur dans l'exploitation d'or au Mali. Monsieur, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Première question, justement, on va commencer par vous, monsieur Sissoko. Vous êtes le porte-parole du collectif de ces communes-là. En quoi vous pensez que cette problématique, cette question est importante pour le devenir des ressortissants de ces localités-là? Bonsoir, monsieur. Comme vous l'avez si bien dit, si nous sommes là ce soir, c'est pour vous présenter les inconvénients que l'or nous a causés, le problème que nous affrontons actuellement dans nos localités à cause de l'or. Comme vous l'avez si bien dit, pour nous, les trois localités, les trois communes, l'or ne brille pas pour nous, franchement dire. Présentez-nous déjà ces trois communes, ces trois localités. C'est quelle localité Ok, pour les trois communes, c'est borné à l'est par la falaise de Tambaoura et à l'ouest par le fleuve Falémé. Nos communes sont entourées par 5 mines d'or. C'est-à-dire la commune de Sadiola, Djalafara et Sitakeli. D'accord. Ok, est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter déjà à ça? C'est quand même un paradoxe que ces localités soient situées soit à côté des zones d'exploitation d'or et que rien ne soit fait à ce niveau-là, M. Sissoko. Oui, et sur ce point-là, ce que je voulais dire, c'est que l'or est exploité dans ces trois communes-là depuis 20 ans. Sadiola a commencé dans les années 94-96 et ça se poursuit. Aujourd'hui, il y a d'autres mines qui ont ouvert à Sitakili. Il y en a d'autres qui sont en projet. Et grosso modo, ce or ne brille pas pour les trois communes. Donc nous avons profité de cette manifestation internationale parce qu'il y a tous les chefs d'État africains qui sont à Bamako à partir de demain et aussi la France. Et qui dit la France, ça a des souvenirs lointains mais aussi proches. Donc, il y a aussi, la France est accompagnée par le MEDEF. C'est le MEDEF qui organise ce 27e sommet Afrique-France. Le MEDEF, pour nos téléspectateurs, c'est... Le MEDEF, c'est le patron des patrons. Les entreprises, les grandes entreprises françaises sont réunies dans une structure qui s'appelle le MEDEF. Donc, comme nous avons des difficultés de trouver des solutions à la route de l'or, parce qu'on a connu le Mali, la route du poisson, la route du maraîchage, la route du coton. Et aujourd'hui, tout le monde est d'accord que la première exploitation malienne, aujourd'hui, c'est l'or. Donc pourquoi pas la route de l'or? Et à quand la route de l'or? Donc nous avons profité de ce rassemblement international pour interpeller nos autorités maliennes pour que nous puissions avoir une route décente, des hôpitaux dignes de ce nom, que les jeunes qui sont au chômage massivement dans ces trois communes puissent être employés dans les mines. D'accord. Ok. Monsieur Sissoko, je me retourne vers vous. Vous êtes basé là-bas. Avant d'en venir même à Bamako, au sommet, aux autorités de Bamako, déjà au plan local, quelles démarches ont été menées? Vous avez peut-être dû approcher les préfets, les maires. Quand même, il y a eu des démarches. Et
comment expliquer que jusque-là, ça ne bouge pas, ça ne marche pas? Ok, monsieur, comme vous l'avez si bien dit, on a essayé de contacter les maires et puis les sous-préfets, mais ils disent qu'ils ne peuvent rien faire. C'est aux autorités, c'est-à-dire les chefs d'État, les autorités compétentes du pays, qu'on n'a qu'à de venir à Bamako ici pour les contacter et de leur expliquer nos problèmes, c'est-à-dire de solutionner. Donc, au niveau local, on n'a rien eu comme résultat. Donc, c'est la raison pour laquelle on est venu ici à Bamako pour venir demander la construction de la route Kaï-Kenyeba, que nous avons dénommée la route de l'or. Et puis, du renforcement des actions de sécurisation des personnes et de leurs biens. Comme troisième point, de l'emploi des jeunes en général et en particulier leur emploi dans les différentes sociétés minières qui se trouvent dans les 3 communes. C'est ça l'objectif de notre présence ici à Bamako. D'accord. Est-ce que, M. Sissoko, vous pensez avoir été entendu, hein? On a suivi un peu votre lutte, on sait que c'est une lutte non violente, elle est pacifique, vous essayez de faire impacter le message positivement, doucement, tranquillement auprès des chefs d'État. Est-ce que vous avez espoir que ça va être entendu à partir de Bamako, M. Sissoko? Moi, je pense que le message est déjà passé, parce que depuis que nous sommes ici, il y a 3 jours, Africable et d'autres télévisions maliennes, plus des radios, sont passés régulièrement nous rencontrer à la maison des jeunes. Donc, ils ont posé pas mal de questions par rapport à la lutte que nous menons, mais aussi sur les 3 communes. Et par rapport à ça, en tout cas, on est sûr que le message va passer, parce que tout le monde regarde Africable, tout le monde regarde la nouvelle télé, et tout le monde aussi regarde la radio Tamani, par exemple. Ce sont des médias qui peuvent relayer l'information. Sinon, le travail que nous, on a fait à Bamako, on a interpellé le ministre des Maliens de l'extérieur. Il est au courant de cette caravane-là. On a interpellé aussi l'ambassadeur le 23 décembre et le 6 janvier. Donc, le président de la République malienne, à travers Ibrahim Boubacar Keïta, aujourd'hui, a l'information. Donc, d'ailleurs, nous avons demandé audience auprès de lui. Nous attendons que ce sommet passe pour l'interpeller à nouveau. Parce que je comprends qu'il est dans un cadre international beaucoup plus important, mais il ne faut pas non plus négliger les sujets nationaux. D'accord. Voilà, le Mali, 3e producteur africain d'or et également 13e producteur mondial. Il est inconcevable, paradoxal, que les localités situées aux alentours de ces mines, ces localités ne puissent pas bénéficier de toutes ces retombées-là. Autre aspect de cette émission, on est également avec le collectif des sans-papiers. Vous également, vous avez profité du sommet Afrique-France pour vous faire entendre sur quel sujet, Monsieur Bamba? Tout d'abord, bonsoir. Je remercie à cette occasion, par rapport à cette émission, je remercie vous et votre équipe de la parole que vous nous donnez. En fait, ce qui nous concerne surtout par rapport à cet événement, c'est le sujet en ce qui concerne l'immigration. Et le sujet phare aujourd'hui, ce sont les accords de Malte qui ont été faits le 11 et 12 novembre 2015 et qui concernent surtout un octroi de laissez-passer européen qui doivent être validés par nos chefs d'État pour pouvoir expulser la plupart des sans-papiers. Peut-être que je vais vous arrêter sur ce point. On a entendu les autorités, elles disent qu'aucun accord n'a été signé. Oui. Peut-être si elles le disent, il faut peut-être les croire et puis rester derrière les autorités quand même. Il y a une chose qui est de dire, l'information, et puis il y a une chose aussi qui est de la vérifier. Il y a eu un accord à travers le représentant du ministre néerlandais qui est passé ici au Mali, qui a représenté l'Union européenne. Il y a eu un accord des pays, des chefs d'État africains en ce qui concerne l'immigration. C'est vrai, par rapport à l'opposition qui a été faite, le laissez-passer européen n'a pas été validé. Mais il est aujourd'hui conçu un nombre de quotas d'expulsés africains que doivent produire les chefs d'État pour pouvoir avoir des subventions pour l'aide au développement. Nous dénonçons ça parce qu'on sait très bien, à l'image du Mali déjà, c'est que l'immigration constitue dans le potentiel économique. Et c'est à l'image aussi, à l'instar aussi de tous les autres pays de l'Afrique subsaharienne.
Donc, non, on ne peut pas concevoir que des gens qui se déplacent dans l'intention, surtout qu'il est inscrit, il est dans l'intention d'avoir un avenir meilleur, surtout qu'il est inscrit dans les droits universels des droits de l'homme, que chaque citoyen a le droit d'émigrer. Mais pourquoi ces autorités européennes n'arrivent pas à le respecter et que ce n'ont pas respecté ces accords-là? Donc nous dénonçons ça et on va pas croiser les bras. Il y a une chose qui est de la signer, mais l'application, c'est une autre chose. Voilà, on n'est pas peut-être encore à l'application, ainsi l'on en croit la version des autorités. Monsieur Soumaoro, vous également, cette problématique, comment est-ce que vous l'abordez? Est-ce qu'au cours de vos échanges à la Maison des Jeunes à Bamako, cet autre message a eu des échos positifs ou favorables? En premier lieu, bonsoir. On aimerait tout aussi vous remercier pour cet espace que vous dédiez à la voix des sans-papiers, des migrants, mais surtout aussi qui parle d'immigration. On a tendance à distraire la population en parlant de lutte à l'immigration illégale. On a tendance à distraire la population en parlant d'éviter des morts dans la mer Méditerranée. C'est vrai, il faut le dire que dans ces 10 dernières années, on a eu plus de 28 000 personnes, les corps qui ont été repérés dans la mer Méditerranée. Mais dans le même moment, on ne se pose pas la question, mais pourquoi ces personnes aujourd'hui fuient l'Afrique comme si c'était des damnés de la terre? On ne se pose pas cette question. Et là, c'est ça qui a été l'élément au cœur de nos échanges pendant ces jours-ci à Bamako. Et je vais vous donner juste 2 chiffres, si vous me permettez. Vous savez, selon la FAO, en 2015, sur 795 millions de personnes qui souffrent des faim chroniques, la moitié de ces personnes se trouvent en Afrique subsaharienne. Et 60% de l'emploi en Afrique en général provient de l'agriculture. C'est contradictoire. Ce qui veut dire que les données en termes de croissance qui sont communiquées et publiées par le Fonds monétaire international en parlant de l'Afrique de l'émergence, l'Afrique des prochains 100 ans du paradis, ne profite pas aux populations. Donc ce qui amène les personnes, le ventre vide, à affronter la mer. Et en même temps, parce qu'ils n'arrivent pas à avoir l'accès au visa auprès des ambassades. Et ce sont ces thèmes qu'on a débattus. Et c'est à partir de ces éléments qu'il faut partir et commencer à se dire que la liberté de circulation et d'installation ne peut pas être octroyée en fonction de la couleur de la peau et ne peut pas être octroyée en fonction de l'utilité économique. D'accord. C'est ça le cœur, c'est ça l'élément central qu'on doit tous essayer d'affronter afin de pouvoir faire comprendre que l'accord qui a été signé à Malte, ce n'est pas seulement par le gouvernement malien, c'est l'ensemble de l'Union africaine qui a signé à travers la déclaration politique et le plan d'action en Malte 2015. En échange, on nous parle d'1,8 milliard d'euros accompagnés de quelques visas qu'on donne aux chefs d'État africains pour faire quoi? Pour faire les policiers aux frontières de l'Europe, frontières qui ont été déplacées aujourd'hui sur la terre africaine. Alors, ce qui veut dire qu'après 130 ans de la conférence de Berlin, on est en train de vivre encore les mêmes éléments néfastes de ces politiques qui ont été décidées sans les Africains. D'accord, on dit que le dossier est dans le pipe. Une autre rencontre de haut niveau est prévue à La Valette en février 2017 qui va enregistrer également la participation des chefs d'État africains pour opérationnaliser ou pas. On va suivre de très près cette actualité. Mais je me tourne vers vous, M. Sissoko, par rapport à cette question toujours de l'immigration. Nous avons personnellement suivi les débats et dans un des exposés, vous posiez la question pourquoi autant en Europe, ils circulent en Afrique librement sans problème. Pourquoi ne pas rappliquer la même chose au niveau du continent européen? Et le problème, il serait simple, doter tout le monde de passeports, vice-versa. C'est peut-être trop facile, utopique, non? Non, pour moi, ce n'est pas utopique. Il faut une volonté politique des chefs d'État africains pour affronter ce sujet. Vous savez, nous, en janvier, le 11 janvier 2016, quand le président Hollande a appelé le président Ibeka pour manifester
après les attentats du 5 ou 7 janvier, notre mouvement était le plus nombreux de la diaspora malienne en France à manifester derrière les deux présidents. En 2013? Non, c'est les attentats de 2015 là. Ouais, 2015, ouais, à ouais, Bamako, okay, ouais. à Paris. Là. Ouais. Donc le 7 janvier. Notre rôle, c'est ça. Montrer qu'on est des citoyens français, africains, à part entière. Ça c'était dans le cadre des attentats. Mais ceci ne nous empêche pas, en même temps, de critiquer la politique du gouvernement. Donc, ce qui se passe actuellement par rapport à la question migratoire, nous, on a été clair avec nos États. D'abord, on est au 27e sommet France-Afrique. 43 ans de sommet. Les thèmes qui ont été abordés en 1973 sont les mêmes thèmes aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez fait des recherches. Mais nous, on a vu, c'est la coopération, le développement, partenariat. Qui dit partenariat parle d'égal à égal. Est-ce que la France traite l'Afrique à part égale? C'est non. Un pays face à un continent, donc il y a déjà un déséquilibre. Ouais. Donc de ce point de vue, nous, ce qu'on demande, que le passeport français, allemand, américain soit égal au passeport sénégalais, malien, ivoirien et tunisien. Okay. Si on a ça, nos enfants ne vont pas mourir dans le désert ni dans la Méditerranée. Il n'y aura pas de réseau de passeurs. Donc seule la solution pour mettre fin à tout ce système-là, c'est la liberté de circulation et d'installation pour tous, partout dans le monde. C'est notre combat. Et d'ailleurs, notre mouvement a été, comment dirais-je, salué par l'OCU, l'Organisation pour une citoyenneté universelle. Nous avons été récompensés par ces 3 organisations françaises qui luttent depuis 2011 à une citoyenneté universelle. Donc nous avons reçu le passeport de citoyenneté universelle pour notre combat auprès des mouvements sociaux, pour notre combat pour la lutte de l'égalité et la justice sociale. D'accord. On va se retourner vers vous, Monsieur Sissoko. Vous êtes le porte-parole de 3 communes. Est-ce que là-bas, les jeunes, ils émigrent vers l'Europe? Est-ce qu'ils bougent aussi? Comment est-ce que la question est perçue là-bas? Effectivement, l'immigration, au Mali, quand on parle de l'immigration, c'est directement la raison des cailles. La plupart des jeunes, on n'embauche pas dans les mines. Donc on est obligé, quand on parvient à étudier et avoir des diplômes sans avoir un boulot, on est obligé d'aller vers la Méditerranée. Donc pour nous, pour les jeunes de ces localités, l'Europe c'est leur Eldorado. Est-ce que vous avez compris? Parce que moi, mon grand frère il est là-bas en Espagne, mon oncle maternel il est là-bas. Ils sont tous partis par la mer Méditerranée. Est-ce que vous avez compris? Ok, d'accord. Monsieur Bamba, peut-être l'autre question que j'ai envie de poser tout de suite, par rapport au processus de Malte, de la Valette par exemple, est-ce qu'il n'y a pas un côté positif? Par exemple, le fonds fiduciaire dont parlait Soumaoro, c'est des centaines de millions d'euros, mais si c'est utilisé de façon judicieuse, est-ce que vous ne pensez pas que ça puisse permettre aux jeunes Africains de rester, d'être fixes sur le continent? Peut-être que c'est le côté positif aussi de ce processus-là. Tout n'est pas peut-être négatif. Ou vous pensez que nos autorités ne sont pas à même d'assurer une transparence dans la gestion de ces fonds-là? Il y a tous ces aspects-là que vous évoquez, mais je dirais d'abord que il faut aller plus loin que ça. Pourquoi je dis ça? Parce que toujours on nous parle de coopération et de ces prêts que la France fait à ces États-là. Mais il y a une contradiction. C'est ce que Baka a parlé tout à l'heure. Quand vous remarquez que le Mali il est très producteur de l'or mondialement, la Côte d'Ivoire qui est le premier producteur du cacao mondialement, vous ne voyez pas une contradiction que c'est là, dans ces pays-là, où il y a un gros taux de chômage? Mais à qui bénéficient ces matières premières? Est-ce qu'on en tire profit? Ce sont ces accords bilatéraux, il faut revoir à la base. Ce n'est pas les prêts de 1,8 milliard là qui vont résoudre le problème. Au contraire, ces milliards-là vont se disperser dans la mer de la Côte d'Ivoire. Ils ne vont pas arriver. Ces milliards-là vont rester dans les bureaux, dans la bureaucratie là-bas. Et c'est le problème, il est résolu. On revient toujours à la caisse de départ.
Donc pour dire tout simplement que le problème qui se situe aujourd'hui, on veut pas migrer parce qu'il faut migrer, il faut comprendre ça aussi. C'est là qu'on appelle le bas blesse. Les gens pensent que c'est un plaisir pour des gens, vous pensez que c'est un plaisir pour des gens d'aller affronter la mer. D'accord. Sans toutefois concevoir que l'autre côté, ce n'est pas l'Eldorado. On le dit, on le répète. Mais des gens sont en train de dire, vaut mieux ça que rien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas... Qu'est-ce que nos chefs d'État proposent? Qu'est-ce qu'ils ont proposé au niveau de l'emploi, au niveau de la formation? Rien. Mais cependant, on dit non, il y a toujours une croissance. Il y a toujours une croissance. Mais la croissance, là, est contraire au développement qu'on voit. Donc, voilà où se situe le problème. Non, c'est 1,8 milliard, même quand on les double, parce que j'aurais entendu qu'ils allaient le doubler, ça ne peut pas résoudre le problème au développement. Tant qu'on ne prend pas nous-mêmes nos affaires en main. D'accord. Monsieur Soumoro, vous, qu'est-ce que vous pensez de ce fonds-là? Ça ne peut pas changer quelque chose? Ça ne peut pas changer grand-chose? D'ailleurs, il faut le dire qu'en se référant aux données de 2010-2011, les transferts d'argent qui ont été effectués par les travailleurs migrants depuis l'Europe sont de 40 milliards d'euros. De dollars, pardon. 40 milliards de dollars. En 2010, voire 2012, 40 milliards de dollars. Donc, ce qui veut dire que la question de 1,8 milliard d'euros proposés par l'Union européenne à l'Afrique, c'est ridicule, quoi. C'est risible, c'est révoltant, mais dans le même moment, on s'est dit, quel est le débat des fonds? C'est qu'au niveau de l'Union européenne, l'espace, les 28 pays, 27 pays, il y a une crise qui traverse aujourd'hui une grande partie de l'Europe. Et cette crise qui traverse grande partie de l'Europe aujourd'hui a expulsé du monde de l'emploi un bon nombre de jeunes. Il y a des pays qui ont un taux de chômage des jeunes qui arrive autour des 30-25%, voire 25%. Et il y a la montée des forces politiques xénophobes qui pensent, à travers une chasse aux sorcières, c'est-à-dire les migrants, les réfugiés, les sans-papiers, pouvoir accéder au Parlement en essayant d'envoyer quelques voix de plus pendant les élections. C'est ça, mais ça ne résout pas la question du chômage au niveau de l'Europe, ça ne résout pas la question du chômage au niveau de l'Afrique, et je vais dire de plus. Vous voyez, prenons le cas des 14 voire 15 pays qui sont sous le franc CFA. Vous voyez? Ouais. Donc ces pays aujourd'hui, quand il y a la turbulence économique au niveau de la zone euro, ressentent ça depuis Bamako, depuis Caille, depuis Abidjan. Donc c'est pour dire quelque part le débat, ce n'est pas autour de 1,8 milliard d'euros. La question est que l'Europe veut que les chefs d'État africains et de gouvernement fassent les policiers des frontières de l'Europe qui sont déplacés désormais outre la mer Méditerranée. D'accord. C'est ce qu'on a envie de donner tout de suite raison à Soumoro et puis à Bamba par rapport au 1,8 milliard. Parce qu'il y a un paradoxe, c'est quand on donne 1,8 milliard à 5 pays africains, alors qu'au même moment, on accorde 3 milliards d'euros à un pays comme la Turquie, par exemple. 6 milliards pour contrer l'afflux des Syriens et qu'on traite en même temps les Syriens de réfugiés économiques. On parle de guerre en Syrie comme s'il n'y a pas de guerre au Mali ou il n'y a pas de problème en Côte d'Ivoire. Il semble y avoir du 2 poids, 2 mesures en Europe par rapport à la gestion de cette question-là. Où vous ne trouvez pas? Mais c'est clair, moi je l'ai dit il y a 1 an déjà, que ce fonds fiduciaire qui est proposé à l'Afrique, ce n'est pas de l'aide au développement. Pour tous les chefs d'État qui pensent que ce fonds, c'est de l'aide au développement, se trompent. Ce fonds est dédié à l'expulsion des migrants irréguliers en Europe. Ça, c'est un. Deuxièmement, ce que l'Europe a proposé aux chefs d'État africains, c'était au départ 1,8. Ils ont dit que, bon, vous donnez à 3,5 milliards avant qu'ils augmentent à 6 milliards pour la Turquie. Vous donnez 3,5 milliards à la Turquie et nous 1,8. C'est là où l'Union européenne a proposé le double. Mais c'était sous condition. C'est-à-dire les pays qui vont se montrer le plus coopératifs. Coopératifs, tout le monde sous-entend. Tous ceux qui accepteriez
l'expulsion de ce ressortissants irréguliers, c'est eux qui obtiendront beaucoup. D'accord. Donc moi je pense qu'il faut être clair. Et le message que je veux faire passer aux chefs d'État africains aujourd'hui, c'est de leur dire, on ne négocie pas l'aide au développement liée au retour des migrants illégaux. L'aide au développement ne doit pas être conditionnée au retour de ceux qui sont en situation irrégulière. Il faut prendre l'aide au développement, créer des emplois pour les jeunes qui rentrent dans le marché du travail et demander à l'Europe de régulariser tous les irréguliers qui sont en Europe. D'accord. Ok, on va revenir sur le sommet Afrique-France, le sommet de Bamako. Vous avez essayé de vous faire entendre. Mais comme on l'a dit, nous avons suivi les débats. On a entendu certains proposer, parler de sommet des peuples. Ils pensent que si de part et d'autre, il y a un sommet des peuples entre pays africains et pays européens, peut-être c'est moins contraignant que des chefs d'État, s'il y a moins d'exigences. Un sommet des peuples, qu'est-ce qu'il faut peut-être entendre par ça, M. Soumaoro? Un sommet des peuples, c'est différent de ce qui a été décidé, comme je le disais en introduction, à la conférence de Berlin, où on a divisé l'Afrique comme un gâteau, sans toutefois permettre aux Africains de dire ce qu'ils pensent. Aujourd'hui, par contre, si à l'époque, les Africains, les chefs d'État africains et de gouvernement ont été des sujets passifs, exclus à cette époque, aujourd'hui, on retrouve des situations où ils sont complices d'une part, ou de l'autre côté, ils ferment l'œil de l'autre côté. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de dire un sommet alternatif des peuples qui ne dépend pas au choix du patronat français, qui ne dépend pas aux indications du Fonds monétaire international, il faut le dire, parce qu'il parle tantôt beaucoup de croissance, mais cette croissance ne profite pas, ce qui veut dire qu'on produit réellement ici, mais après, on l'emporte sur les vols qui repartent depuis nos aéroports. Alors, un sommet des peuples, pour dire ce que le peuple demande, la justice sociale, l'emploi, et surtout demander d'arrêter cette colonisation économique qui continue jusqu'à présent. On me signale qu'on est en train d'arriver au terme de l'émission. Monsieur Sissoko, vous, si on peut avoir votre dernier mot avant de venir dans ce sens-là. Si vous avez un message particulier. Moi, mon message est que la route de l'or, c'est-à-dire la route Kaï-Kenyaba, soit construite. Parce que donc il n'y a pas de route entre Kaï et Kenyaba? Non, il n'y a pas de route. C'est-à-dire la patience a des limites. Trop, c'est trop. Donc on est fatigué, c'est pour laquelle on s'est déplacé pour venir ici. Donc c'est la construction de cette route qui va nous permettre de conjuguer le phénomène de l'insécurité, créer de l'emploi pour les jeunes et promouvoir le développement socio-économique des cercles de Kaï et Kenyaba, en passant par les communes de Sadiola, Dialafara et Sitakele. C'est ce que notre message. Ok, Monsieur Bamba. Bon, le dernier message que je pourrais dire, c'est que le principe de tout ça, comme on l'a dit tantôt, c'est la liberté de circulation et d'installation pour tous. Et rappelez aussi que dans toute politique, s'il n'y a pas de société civile forte, s'il n'y a pas de syndicats forts, on ne peut pas changer les choses. Donc je lance un appel à la jeunesse africaine qu'au jour d'aujourd'hui, nos politiques, ces costards cravatés ne peuvent pas résoudre notre problème. Parce que ceux-là même sont les produits même du colonisateur. Ce n'est pas eux qui connaissent nos problèmes, ce n'est pas eux qui connaissent nos réalités. Donc aujourd'hui, l'appel que je lance à travers votre émission, c'est que la jeunesse se réveille, la jeunesse africaine se réveille, et qu'aujourd'hui, il faut une société forte, une société civile forte, il faut un syndicat fort pour pouvoir changer la donne, pour pouvoir faire bouger les lignes. Merci. Ok. Monsieur Sissoko, le dernier mot. On vous a entendu tout au long des échanges à la Maison des Jeunes. Vous n'êtes pas totalement contre le sommet Afrique-France, mais vous usez de moyens pacifiques pour vous faire entendre à travers la non-violence ce message aux chefs d'État africains. Est-ce que vous pouvez nous revenir un peu sur ce concept-là? Sur ce concept, je voulais dire que la coalition est présente dans 10 pays en Europe, 5 pays en Afrique de l'Ouest, notamment le Mali, la Mauritanie, le Sénégal, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Cameroun, en Afrique centrale, en Afrique du Nord, le Maroc et la Tunisie, aux États-Unis. Donc c'est un mouvement pacifique et que le message que nous voulons faire passer, on l'a montré en 2010 pendant le 24e sommet des chefs d'État à Nice avec le président Sarkozy,
pour fêter non seulement le 24e sommet France-Afrique, mais aussi le cinquantenaire. Et cette année-là, la coalition a fait 810 km à pied. On a été gâtés partout. Et qu'aujourd'hui, nous sommes au Mali. Ce que nous demandons, c'est que les journalistes africains, les auditeurs africains nous fassent confiance. Parce que nous avons un discours de vérité. Nous sommes le syndicat de tous les précaires. Nous défendons la cause juste des Africains et des précaires d'une manière générale dans le monde. Et que nous comptons sur votre télévision et tous les journalistes pour faire passer le message aux chefs d'État africains qui seront présents ici à partir de demain jusqu'au 14. Voilà, ils seront à l'écoute puisque justement à l'occasion de ce sommet Afrique-France, Africable Télévision qui va dérouler une programmation spéciale à travers des émissions en direct du CICB, le Centre international de conférence de Bamako, également des émissions ici en studio, des entretiens, des débats, des plateaux contradictoires. Donc autant dire que le message sera entendu. Merci d'avoir suivi cette émission de Théma qui recevait des membres de la coalition des sans-papiers, également le porte-parole du collectif des 3 communes, à savoir Sadiola, Djalafra et Sita Kili. Avec eux, nous avons parlé des problèmes liés à l'exploitation de l'or et également des problèmes auxquels sont confrontés les migrants africains. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain sur cette même émission avec d'autres invités et toujours relativement au sommet Afrique-France de Bamako. À demain donc.